Avec 3 millions d'habitants pour une superficie d'une fois et demie la France, la Namibie a une densité de population des plus faibles au monde, mais une densité animalière exceptionnelle. Point de départ, Windhoek, capitale de la Namibie, un aire d'ex-colonie allemande, effective entre 1884 et 1915, et dont il reste de nombreuses marques. Puis protectorat de l'Afrique du Sud, avant l'indépendance en 1990. Direction le sud, le désert du Namibe, le plus vieux désert du monde, bordant l'Atlantique sur près de 1500 km. Arrivé dans la région de Sesriem, accès aux dunes de Sossusvlei. Les premiers paysages sont éloquents, le premier coucher de soleil est éblouissant. Les plus belles prises de vue se prennent également au lever, et un des musts est celui de la dune 45, 45 pour le nombre de kilomètres parcourus depuis l'entrée du parc. Et puis notre première rencontre avec les Springboks, signifiant antilope à ressort en afrikaans, langue commune avec l'anglais de la Namibie. 15 km pour rejoindre Sossusvlei, ces dunes parmi les plus hautes du monde, ces points d'eau selon les saisons et l'abondance des précipitations, et surtout Deadvlei, salar mondialement connu, vestige d'une époque où l'eau coulait à flot. Pour mieux apprécier, un survol permet d'appréhender ces endroits uniques et de découvrir l'immensité des dunes à perte de vue, une côte lointaine nappée dans les brumes de la matinée. Intrigué par ces formes circulaires particulières, notre pilote se permet certaines fantaisies de Rasmoth. En fait, elles sont dues à des émanations de gaz provenant du sous-sol, soubassement de grès d'un ancien désert pétrifié. La suite de notre programme nous amène tout au nord à la frontière angolaise. Un programme chargé, des rencontres colorées. À 1 heure de Sesriem, nous faisons étape près de dunes pétrifiées,
pour une sortie découverte. Si les animaux sont nombreux, ils sont craintifs. Il faut donc les pister. Vainement nous observons, sans résultat. Le spectacle de la savane puis le coucher du soleil valent largement le déplacement cahotant. Plus nous avançons, plus les rencontres animalières se précisent et deviennent familières. Autruche, chacal, oryx, zèbre, cracochère. Nous traversons le Damaraland et optons pour les 1728 mètres du massif volcanique du Spitzkoppe. Les effets sont saisissants, un amoncellement de pics granitiques, des blocs artistiques, des couleurs fantastiques. Par moments, on pourrait se prendre pour des Lilliputiens, sortant d'un roman de Jonathan Swift, des voyages de Gulliver. Mais le clou du spectacle, ou plutôt la boule, interpelle quant à l'explication de la présence de ces blocs savamment placés, observant la savane d'un plat absolu. Pour l'instant, la Namibie nous a offert des animaux poids plumes et légers. À partir de maintenant, les choses sérieuses commencent avec les poids lourds du règne animal. À Covaribe, un havre verdoyant, nous programmons un track éléphant, mais sans garantie formelle de les rencontrer. Remontant le lit de la rivière Oaïbe, nous nous enfonçons dans un territoire sauvage et isolé, ne dérangeant en rien quelques groupes de babouins. Groupes de singes cynocéphales, leur nom ancien, dû à leur museau allongé, semblable à celui du chien. Avertis de la présence de lions, nous observons des heures durant, en vain. Ils sont là quelque part, mais on ne sait où. Les seules marques nous menant quelque part sont les excréments des éléphants, et c'est en les suivant tels les cailloux du Petit Poucet que nous les rejoignions. Éléphant du désert, plus petit et plus clair que l'éléphant commun d'Afrique. Nos amis sont imprévisibles, aussi restons-nous à distance, moteur tournant, vitesse enclenchée pour mieux nous échapper. Nous avons abandonné la recherche des lions, ne pouvant que constater les restes d'un repas auquel nous n'étions pas invités. Girafe, éléphant, nous sommes déjà contents, mais rien ne laissait présager les scènes à venir. Jeu de trompe, jeu de jambes, no comment.
Nous quittons le Damaraland pour le Kaokaland. Si 8% de la population namibienne est blanche, surtout les Allemands, elle est constituée de plusieurs ethnies noires, dont les Herero, et les plus connus, les Zimba, bien que ne représentant que 10 000 habitants. Leur plus forte concentration se trouve à Opuvo, où nous arrivons. Apparentés aux Herero, ils sont arrivés ensemble au 15e de l'Angola, mais ont su conserver leurs coutumes animistes jusqu'à leur tenue, alors que les Herero, sous l'influence des missionnaires lors de la colonisation, se sont christianisés et ont changé de mode de vie, d'où ces vêtements, couvre-chefs et robes victoriennes. Nous sommes bien au XXIe siècle, avec sa modernité et le supermarché. Aujourd'hui, les Zimba sont sédentaires, vivant de leurs cheptels, vaches et chèvres, et perpétuent leurs coutumes complexes, une morale rude fondée sur la présence éternelle des morts, incarnée par leurs troupeaux. Avec une guide locale, nous apportons quelques cadeaux alimentaires et le chef et futur chef nous reçoivent gentiment. Quant au feu sacré dont le chef est le gardien, il ne doit jamais s'éteindre car il est le lien entre les vivants et les morts. Les femmes ont une véritable passion pour la beauté corporelle. Elles s'enduisent, sauf les jeunes filles, le corps d'une pommade pour se protéger du soleil et des insectes. Pommade à partir de graisse et poudre d'hématite. Quant à leur coiffure, elles suivent des règles très précises. Les petites filles jusqu'à 7-8 ans portent 2 grosses nattes vers l'avant, en forme de cornes de vache, animal culte. Après la puberté, elles portent les tresses. Les cheveux sont pris seuls ou additionnés d'extensions ou fibres végétales et quotidiennement enduites de leur pommade rouge. La femme mariée se reconnaît à son chignon en peau de chèvre, la jeune fille en âge de se marier n'en portant pas. Elles portent de nombreux colliers, bracelets, et leur ceinture est le signe d'identité du groupe.
Au chapitre de la scolarité, elle est dispensée par des écoles mobiles pour leur permettre une meilleure intégration future. Les cases ont évolué avec le temps, devenant plus spacieuses. Nous visitons l'une d'entre elles et découvrons son intérieur. Nous découvrons également certains aspects de leurs rituels et modes de vie. Ainsi, les femmes ne montrent pas leurs chevilles par pudeur et portent de lourds bracelets pour les cacher. Mais la singularité la plus frappante est bien sûr cette pommade appelée ochizé, dont elles s'enduisent le corps. Beurre ou graisse animale mélangée avec la poudre d'hématite obtenue d'une pierre provenant de l'Angola. La jeune fille nous fait également assister à une séance de fumigation à base de plantes odorantes pour se parfumer. Mais une autre signification étonnante. L'eau en effet est taboue. Ainsi les femmes pratiquent le bain de chaleur sèche, la fumée dégagée dilatant les pores et nettoyant la peau de ses toxines. Chez les Imba, la polygamie est de mise, ne dépassant pas 2 épouses en général. Les mariages ne se font pas entre jeunes d'un même village. Nous avons droit à une présentation d'une coiffe de mariée. Nous sommes un peu déçus du manque de présence des hommes partis avec les troupeaux. Mais cette rencontre démontre qu'il est important que ce peuple perdure et il est ainsi aidé par l'association Kowa Imba pour la sauvegarde de leur mode de vie. Les Imba constituant pour la Namibie un véritable pilier touristique. Alors, Epinawa, au revoir en Imba. Notre voyage se poursuit vers la frontière de l'Angola. La rivière Cunene, les chutes d'Epupa nous attendent, avec comme rendez-vous les crocodiles, si la chance nous sourit. Plus terre à terre, nous aimerions contempler nos reptiles. Pour ce faire, une descente de la rivière Cunene est le meilleur moyen. Encore faut-il avoir le pied marin. Très chahutés, nous mettons pied sur le sol de l'Angola pour nous reposer. Puis poursuivant notre descente, nos efforts sont enfin récompensés.